Bonjour à toutes et tous. Merci de nous suivre pour cette discussion sur le droit entre contestation, attaque et démocratisation. Dans la crise qu'a traversée le Sénégal depuis 2021, le droit a été au cœur des discussions, jusque dans la rue, en amont et tout au long du processus électoral, sur la légalité du troisième mandat pressenti de Macky Sall, l'inéligibilité du leader de l'opposition Ousmane Sonko, sous fond de procès jugé comme politique, et les arrestations arbitraires et détentions provisoires prolongées de militants de l'opposition. Cette crise a porté en elle une confusion manifeste entre pouvoir exécutif et judiciaire. Quelle place du droit dans ces années de plomb? Comment le démocratiser? Et quelle perspective pour le contrat social sénégalais? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Marie-Pierre Toussard, Eladji Sambandjaï et N'Djamou Segatouré. Marie-Pierre Toussard est maître de conférences titulaire à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la retraite, et ancienne ministre des petites et moyennes entreprises, de l'entrepreneuriat féminin et de la microfinance. Eladji Sambandjaï est spécialiste des questions de droit civil et de droit international privé, maître de conférences en droit privé, agrégé des facultés de droit. Il est le directeur du laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, Guy Kwasigan. Diabou Sega Touré est enseignante-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, docteur en littérature, langues et sociétés de l'INALCO à Paris. Elle est également secrétaire générale nationale adjointe du Sud-Est, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal. À la veille des manifestations de mars 2021, réprimées dans le sang par les autorités et qui ont marqué l'entame d'une séquence de violences politiques longue de 3 années, une centaine d'universitaires lançaient un appel sur la crise de l'état de droit au Sénégal. Cet appel, dont vous étiez tous deux signataires, Marie-Pierre Toussard et Aladji Sambandjaï, énonçait notamment: l'état de droit ne se résume pas à l'existence d'institutions. Les lois et les institutions, comme seuls outils de mesure de la démocratie, créent un état de droit abstrait, peu enclin à réconcilier le peuple avec le droit. L'état de droit vise la réalisation du contrat social. En ce sens, la crise du droit se prolonge en une crise de société. La soumission de l'État au droit organise le vivre ensemble indispensable pour faire société. Fin de citation. Alors, 3 ans après cet appel, quelle est votre appréciation de la trajectoire de cet état de droit au Sénégal aujourd'hui? Peut-être on peut commencer par Marie-Pierre Toussard, puis ensuite Eladji Sambandja et enfin Diabou Sega Touré. C'est vrai qu'au Sénégal, on a connu une crise profonde de l'état de droit. Et aujourd'hui, qu'on en arrive là, qu'on retrouve, enfin je l'espère, notre état de droit, c'est assez rassurant. Vous l'avez bien dit, une crise de l'état de droit entraîne une crise de la société. Ça, c'est évident. Les deux sont étroitement liés. C'est tout ça hein, à cause des politiques, ça, il faut le dire. Vous savez, le pouvoir, comme disait Montesquieu, peut rendre fou, ça rend fou. Trop de pouvoir, le pouvoir absolu rend absolument fou. Hein. À la fin, en général, en Afrique, on a ce problème de respect de l'état de droit. Ça, il faut le marteler, parce que notre constitution est très claire. Hein. On ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc, le troisième mandat, du point de vue juridique, était impossible, impensable. Mais il a fallu faire face. C'est pour cela qu'on ne peut que saluer la maturité du peuple sénégalais. La victoire aujourd'hui j'ai envie de dire, je voulais dire de Sonko et de Diomaye, les deux, c'est grâce à la population, grâce au peuple. Parce que les gens l'oublient, les militants des partis sont minoritaires. On est c'est le peuple qui élit son président. Ce n'est pas seulement les militants. Donc, le peuple a, a été obligé de faire face. De faire face. Il n'était pas question qu'il y ait un troisième mandat, que le président fasse un troisième mandat. On a assisté à toutes sortes de subterfuges. Ça n'a pas été évident.
Mais ce qu'il faut saluer, c'est que les intellectuels, hein, les universitaires, euh, se sont levés, hein, pour donner leur point de vue, pour contribuer à la démocratie, hein, à l'état de droit, qu'il soit respecté. Ça, c'est à saluer, hein. On y a joué notre rôle, hein, je pense. Il faut le dire modestement, hein. Je le dis modestement plutôt, parce qu'on pouvait croiser les bras, mais on n'avait pas le droit de se taire, ce n'était pas possible, hein. Donc, toutes les catégories sociales sont à féliciter. Tout le monde s'est levé, hein, comme un seul homme, hein, pour dire non, il n'est pas question qu'il y ait un troisième mandat. Voilà. Alors, bonjour donc à tous. Sur la question effectivement de l'état de droit, vous avez bien fait, Florian, de rappeler justement ce manifeste qui était en tout cas un cri de cœur au moment où ces concepteurs avaient jugé utile justement d'inviter le peuple à une discussion autour, en tout cas, d'une expression qui était mobilisée dans le champ lexical et dont la vocation était de préempter l'existence d'un état de droit qui était quand même en parfaite inadéquation avec les faits que l'on avait commencé à retracer quand même depuis une certaine période. Et il n'est pas besoin de revenir effectivement sur tous les faits saillants qui ont amené peut-être à pour une première fois, à travers effectivement cet outil ce cri de cœur, en tout cas des universitaires, il nous a été donné de montrer que ce discours qui était un narratif conçu effectivement par les, euh, les tenants du pouvoir pour nous imposer l'idée qu'il y avait un état de droit, a pu être naturellement remis en cause par cette, euh, ce constat crescendo, en tout cas des manquements qui pouvaient être imputables, en tout cas à son existence. Il n'est pas besoin de revenir sur la crise de la justice. Beaucoup ont douté naturellement de cette neutralité de la justice parce que il y avait une forme de mission, en tout cas, et un agenda qui a été imposé à certains acteurs de la justice. Je ne reviens pas également sur voilà, l'activisme plus ou moins, en tout cas, décrié des forces de l'ordre et de la défense, euh, l'interdiction des manifestations, la répression, en tout cas, des manifestants. Euh, Tout ceci a eu comme point d'orgue les événements particulièrement douloureux du 2 juin et du 2 et 3 juin, avec cette décision scandaleuse, en tout cas à propos de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, scandaleuse. Pourquoi? Parce que il n'est pas besoin peut-être d'en faire l'exégèse ici en convoquant en tout cas l'inadéquation à invoquer une infraction qui, du point de vue de l'évolution même, en tout cas de notre armature juridique, pouvait être pensée comme étant devenue, en tout cas, caduque. Caduque parce que, entre-temps, il y a eu la capacité, en tout cas, est passée civile, est passée de 21 ans à effectivement 18 ans. Et donc, ça a créé des remous autour, naturellement, de l'opposant politique qui était plus ou moins considéré comme étant le plus près, en tout cas, de pouvoir hériter d'un pouvoir, du pouvoir par une voie démocratique. Et on avait pensé que c'était le point d'orgue, mais malheureusement, jusqu'à la date, en tout cas, des élections fixées par le Conseil constitutionnel, on a pu voir qu'il y avait une régression. Les autorités politiques et publiques ne se cachaient même plus. Des décisions de justice ont été rendues et on les a pas appliquées. Les arguments qui ont été brandis n'étaient pas du tout justement convaincants. Et pour terminer sur ce premier volet, ceux qui prétendaient
dans ce narratif, dans ce récit, que le Sénégal était un État de droit, c'est eux-mêmes qui, par des actes, ont pu, en tout cas, dans la révélation des faits, convaincre tout le monde en réalité que cette proclamation formelle était en tout cas en total euh, décalage avec la réalité des faits. Le droit, pour terminer, a été malmené, mais aujourd'hui, si tout le monde, en tout cas, se satisfait de l'issue heureuse, en tout cas, de tous ces événements, c'est par le droit également aussi que véritablement cette ère, en tout cas, de joie, ce satisfecit que l'on peut avoir, ce satisfecit par rapport, en tout cas, à tout le processus qui a été relevé est arrivé également aussi par le droit. Le droit a été honni, mais c'est le droit qui a naturellement apaisé les cœurs. Voilà. Pour en venir à votre question, en tant qu'universitaire et en tant que responsable syndical, mais je vais préciser quand même que aujourd'hui je parle en mon nom propre et pas au nom du syndicat, donc je pense que c'est à clarifier. J'ai eu à observer une régression très nette des libertés, et ce, dans tous les champs et à tous les niveaux de l'État. Je ne vais pas revenir sur les violations des droits individuels, parce que El Hadj Samba Ndiaye est mieux placé que moi pour les décrire. Mais en tant que simple citoyen déjà, même de façon intuitive, quelqu'un voit qu'il y avait une brutalité des méthodes qui a été poussée à des niveaux extrêmes. L'université elle-même n'a pas été épargnée. Vous avez parlé du sens de cet appel des universitaires. Et c'est sur quoi je vais vraiment, je tiens à mettre le focus parce que au Sénégal, les universitaires ont cette réputation plus ou moins large d'être isolés dans une espèce de laboratoire avec une espèce d'image du savant fou, là, déconnectés des réalités, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je pense que les universitaires sont également bien placés, puisque étant dans leur mission amenés à réfléchir sur ce qui se passe, et sur une durée de 3 ans en plus, parce qu'il faut dire aussi que cette crise a une durée quand même, c'est sur 3 ans. Bon, et plus on avançait dans la crise, et plus on observait une régression. Et chaque fois, ce qui trompait un petit peu les gens, c'était de se dire, ils vont pas oser, ils vont pas oser. En fait, ils y allaient, quoi. Et donc, l'université elle-même n'a pas été épargnée. Il y a eu la fermeture de l'université pour des raisons qu'ils n'ont jamais pu expliquer de façon valable. L'université a également, c'est-à-dire il y a eu un échange entre le champ politique et le champ universitaire. Le représentant, enfin le ministre de la Justice, dans les derniers moments de la crise, est issu de l'université. Et moi, j'ai observé avec beaucoup d'intérêt le fait que des collègues, quand même, investissent, pas investissent, mais en tout cas, aillent expliquer dans les médias, du point de vue technique, quelle était exactement la réalité de la violation de l'état de droit, de la violation des lois, etc. Et je pense que ce que les gens oublient, c'est que ça fait partie des missions de l'universitaire, hein. Ça fait partie de nos missions. On a tendance à l'oublier parce que nous sommes tout le temps dans l'enseignement qui est chronophage, dans les recherches, etc. Mais ça fait partie de l'exercice des libertés académiques que de dire, dans son champ scientifique en tout cas, ce qui est la réalité et la vérité, lorsqu'on voit qu'il y a un autre discours, comme l'a dit El Hadj Samba Ndiaye, et un autre narratif qui est en train de se construire et qui dévie complètement des réalités objectives. Donc, le sens de cet appel, en tout cas moi, je parle pour moi, parce que je pense que chacun avait des motivations qui se retrouvent plus ou moins, mais qui sont particulières. Mais en tant que responsable syndical déjà, en tant qu'enseignante, parce que nous sommes avec les étudiants qui étaient en première ligne aussi, il y a eu une polarisation du point de vue politique qui rendait difficile aussi de prendre position
dans la mesure où c'était automatiquement perçu par celui qui ne retrouvait pas son point de vue dans ce qu'on disait, et c'était perçu de façon, en tout cas, comme une attitude hostile. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont peut-être fait que c'est arrivé vraiment à un certain moment de la crise et pas dès le début. Je pense que la fermeture de l'université aussi a vraiment, après l'état de sidération, poussé certains à se mobiliser. Et donc, je pense que les choses se sont mises en place petit à petit pour aboutir à cet appel qui a vraiment fédéré des universitaires de tous bords et qui a vraiment, au-delà de toute appartenance politique, syndicale, etc., qui a vraiment fédéré tout le monde autour de ce que c'est que l'état de droit, ce que c'est que la défense de l'état de droit et ce que c'est la défense également des libertés individuelles et autres. Donc voilà, je pense que c'est ça que je pourrais dire par rapport à cette question. Merci. Justement, il y a dans cette crise, on voit un premier appel qui date de février 2021, ensuite la constitution du collectif des universitaires pour la démocratie. Et donc, il y a cet engagement de la part des universitaires et notamment des juristes pour clarifier certaines positions dans l'espace public. Aujourd'hui, avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye, donc le 25 mars dernier, le Sénégal est à la croisée des chemins, puisque avec cette crise qui vient d'être évoquée, il aurait été difficile, même il y a de cela quelques semaines, d'envisager ou d'entrevoir une troisième alternance à la tête de l'État, lorsque l'on songe à la longue succession de confiscations démocratiques des mois précédents et des années précédentes. Entre décisions de justice qui n'ont pas été appliquées par l'administration, l'abrogation par le président de la République du décret convoquant le corps électoral, le report de l'élection votée par l'Assemblée nationale, justifié par des accusations de corruption sur des juges du Conseil constitutionnel, lequel Conseil constitutionnel a annulé la dite abrogation du président, de même que les conclusions du dialogue national. Il y a tout un feuilleton préélectoral dans lequel le droit était central. Comment est-ce que vous lisez justement cette place du droit dans les mois qui ont précédé, notamment sur cette séquence qui est partie du 3 février 2024 jusqu'au 25 mars? Mais avant de répondre à votre question, si vous le permettez, je vais insister un peu sur le viol. Et là, Samba Ndiaye en a parlé d'ailleurs. Et c'est la première fois hein, qu'on accuse un homme politique hein, d'un tel crime, parce que le viol est considéré comme un crime. Une accusation très grave pour aboutir à la fin, on nous parle de corruption de la jeunesse. Ce qui fait rire d'ailleurs. Hein. Également, ce qu'il faut dire, c'est que en général, en Afrique, les coups d'État, hein, c'est en général, ça concerne le mandat. C'est le problème de mandat qui donne comme conséquence un coup d'État. Et c'est malheureux. Heureusement qu'on n'en est pas arrivé là. Hein. C'est pour cela qu'on peut saluer nos forces de défense et de sécurité parce qu'on était pratiquement, on allait vers un coup d'État, hein, croyez-moi. Heureusement qu'on n'en est pas arrivé là. On a assisté au report des élections, c'est vrai. Ça aussi, une première au Sénégal. Aller jusqu'à interrompre le processus électoral, c'était la veille, hein, à quelques heures de l'élection. Hein. On était là, bouche bée, en se disant, mais comment se fait-il? C'est pas possible. Hein? Voilà. Qu'on ait assisté à tout ça, moi, je me dis, heureusement qu'on a pu dépasser toutes ces péripéties. Hein. Et finalement, le droit a été dit. On a retrouvé, nos gouvernants ont retrouvé leur esprit. Hein, je voulais dire, on a retrouvé, mais ce sont nos gouvernants qui ont retrouvé leur esprit. Hein. C'est pour cela qu'on est arrivé finalement à une élection. Pour une fois, le Conseil constitutionnel a pu prendre ses responsabilités. Parce que, en général, le Conseil constitutionnel est compétent, il faut le dire, a une compétence limitée. Hein. Ce n'est pas comme une cour constitutionnelle. Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont pu nous sortir de ce guêpier, parce que s'ils ne l'avaient pas fait,
bonjour les dégâts. Hein. Moi, personnellement, je me demandais si on allait finalement avoir, si l'élection allait pouvoir se tenir. Hein. Voilà ce que je peux dire. Et en tout cas, plus jamais ça, j'ai envie de dire. J'espère qu'on ne vivra plus une telle situation, une situation traumatisante. Tout le monde était traumatisé, hein, croyez-moi. On ne se retrouvait plus, on ne reconnaissait plus notre pays. Hein. Voilà, parce qu'en général, le Sénégal était cité comme un pays démocratique. Hein. Voilà. Mais toutes ces années, pendant 3 ans, hein, sinon plus de 3 ans, ça ne l'était plus. Hein. C'était même pire que ce qui se passait, ce qui se passe en général dans les autres pays africains. Voilà. Tout cela, c'était pour conserver le pouvoir. Et c'est dommage. Voilà. Il faut laisser le peuple s'exprimer. C'est le peuple qui donne le pouvoir. C'est le peuple qui te retire le pouvoir. Quand le peuple décide de te retirer le pouvoir, il faut avoir cette dignité-là et être lucide en se disant aujourd'hui c'est moi, demain ce sera un autre. Hein. Le pouvoir n'est pas éternel, c'est le pouvoir de Dieu l'est. Hein. Voilà. Et comme nos gouvernants en général aussi, il faut le dire, ils vivent comme des rois, hein, plus que des rois. Peut-être c'est pour cela qu'il les pousse à ne pas vouloir lâcher le pouvoir. Hein. Finalement, heureusement, finalement, ils ont été lucides. Hein. Voilà. Voilà. Alors justement, cette lucidité, peut-être qu'elle est du fait qu'il y avait un tel raz-de-marée électoral qu'il ne pouvait peut-être pas faire autrement. Euh, Elle a dit son Mandiaye sur la question du droit dans ce feuilleton préélectoral qui a duré près de 2 mois. Alors, il y a une double lecture qu'il y a à faire de la place que le droit a eue, en tout cas, dans ce processus, en tout cas, électoral. Vous faites bien de relever d'abord une chose, c'est que l'instrumentalisation du droit nous a amené à une situation inédite. Ma collègue Madame Traoré l'a relevé. On a accusé certains hommes politiques des pires infamies. On a mobilisé l'appareil judiciaire pour naturellement arriver. On a eu à le faire avant pour sortir en tout cas du jeu politique des opposants. Et on a continué avec cette liaison incestueuse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir justement judiciaire. Je précise, ce n'est pas tout le pouvoir judiciaire en tant que tel qui a fait l'objet de cette instrumentalisation, mais on aura remarqué que par exemple, ces décrets, par exemple, très contestables, qui ont augmenté, en tout cas, la durée de l'âge pour accéder à la retraite et qui ont bénéficié à des magistrats dont on pouvait manifestement, dont on pouvait manifestement considérer que il ne serait pas, en tout cas, euh, meilleur pour une population qui est extrêmement jeune de leur donner, en tout cas, autant d'égards, alors qu'il y a leurs collègues plus jeunes, plus outillés, peut-être même expérimentés, qui auraient pu, en tout cas, avoir la confiance, justement, du président en tant que tel. Le droit a été instrumentalisé et la magie des réseaux sociaux, ce cri d'orfée également justement des universitaires, particulièrement justement les juristes. Ma collègue Madame Touré l'a relevé, celui quand même qui était effectivement celui qui organisait la SAP justement des institutions à travers son piédestal parce qu'il était universitaire émérite, disait-il. Tout ceci, naturellement, faisait que le droit était au centre du jeu de cette crise en tant que telle. Et par la suite, il y a eu d'autres éléments qui ont exacerbé, en tout cas, cette crise, justement, du droit. Mais
on a senti un élément quand même extrêmement positif parce que quand souvent on dit que derrière une crise, il y a toujours effectivement des opportunités qui s'offrent, euh, c'est de considérer que l'œuvre de socialisation du droit a commencé à être une nouvelle exigence justement démocratique. Les populations ont commencé à expérimenter ce que moi j'appelle cette démocratie de seconde génération, qui est désincarnée, dans le sens où ce n'est plus, par exemple, la démocratie formelle, on assure une alternance, mais au-delà justement de cette logique mécanique, parce qu'il faut terminer un pouvoir et un pouvoir remplace un autre pouvoir, il y a en tout cas un élément nouveau, extrêmement intéressant, qui est qu'en réalité, le débat sur les réalités sociales, le débat des faits sociaux s'organise, faits sociopolitiques, s'organise autour justement du droit. Beaucoup de collègues étaient sur les plateaux pour effectivement apporter une forme d'adversité à des collègues qui étaient missionnés pour, en tout cas, livrer une interprétation qui n'était souvent pas en parfaite orthodoxie avec, en tout cas, la ratio legis, justement, des textes en tant que tel. Et donc, cette place du droit, il est heureux aujourd'hui qu'on en fasse effectivement le bilan parce que cette démocratie de seconde génération caractérise une maturation, en tout cas, de notre processus démocratique. Si on en arrive à questionner en tout cas le problème des libertés, l'interdiction des manifestations, les rafles tout azimut, les retours de parquet qui n'ont aucun fondement légal, si ces questions sont des débats de société, c'est que de plus en plus, la société en tant que telle est en train de créer ces représentations autour justement du corpus juridique. Il est malheureux toutefois que nous en soyons encore à une société qui comporte beaucoup d'analphabètes, qui comporte beaucoup justement d'illettrés, et ce qui malheureusement retarde ou freine un peu cette socialisation du droit auprès en tout cas des couches sociales. Mais on a vu quand même des acteurs extrêmement pertinents sur ces problématiques juridiques et qui, à travers leur parcours, n'étaient pas quand même outillés pour pouvoir livrer quelquefois effectivement des messages extrêmement pointus et qui s'articulaient autour, en tout cas, de la prise en compte, de la prise en compte du droit. Pour terminer, je l'ai dit tout à l'heure, le droit a été véritablement comment je pourrais le dire, agressé de toutes parts, mais cette révolution démocratique, parce que on peut l'appeler ainsi, a été possible également aussi à travers la toute-puissance justement du droit. Quand le Conseil constitutionnel prend ses responsabilités pour de mauvaises raisons, je suis de ceux qui pensent qu'effectivement qu'il l'a fait pour de mauvaises raisons, nul doute que s'il n'y avait pas eu en tout cas ces allégations assez foireuses de corruption, en tout cas des magistrats, corruption des magistrats du Conseil constitutionnel, peut-être que le récit et l'histoire auraient été justement autres, mais il est heureux, et il faut s'en gargariser, il est heureux que, naturellement, le Conseil constitutionnel ait mis une limite, en tout cas, au pouvoir du président, et que l'administration également aussi s'est rattrapée à travers certains segments pour rétablir la vérité du droit et permettre naturellement cette respiration démocratique. Alors, j'aimerais légèrement modifier cette même question pour Diabou Sega Touré sur la question du langage. Euh, En tant que linguiste, comment est-ce que vous lisez la justification par le langage de l'instrumentalisation du droit dans cette période préélectorale? Oui. Euh, du point de vue de l'ethnolinguiste, j'ai effectivement une lecture particulière puisque je vais interroger le corpus des discours sur les questions de droit, justement dans les médias, et également interroger le discours du citoyen sénégalais lambda, ordinaire,
sur cette question de droit. Le droit a été effectivement, comme l'a bien dit El Hassan Baniaï, au centre de tout ce qui s'est passé, du feuilleton politico-judiciaire, on dira. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que des termes, dans la langue médiatique, on dira en Wolof, des termes juridiques se retrouvent très souvent dans les discussions autour du verre de thé. Et ce que montrent ces discours, c'est le fait que le droit, en tant que discipline, et je pense que c'est un effet positif dans tout ce qui s'est passé. Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'éléments négatifs, mais là, on peut essayer quand même de positiver sur ce point-là et de dire que le droit s'est vraiment installé dans la tête et dans le discours du Sénégalais ordinaire. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'études de droit, qui n'a aucune idée de ce qui se passe, peut quand même commenter ce qui s'est passé sur le fameux procès, qui a été le point focal de tout ce qui s'est enchaîné ensuite, puisque c'est l'affaire Adji Sarr, comme on l'appelle communément. Les procédures judiciaires sont dans la mémoire collective, ça c'est clair. Moi, j'ai croisé un manutentionnaire à l'entrée d'un des supermarchés avec qui j'ai discuté, qui m'a abordé sur ce point-là, des procédures et de la façon dont ça s'enchaîne. Et je pense que, bon, là, c'est à chaud, que c'est très difficile de faire des analyses à chaud, comme ça tout de suite après. Mais je pense que quand même, sur 3 ans, le feuilleton a duré longtemps et que lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les réseaux sociaux, qui était dans le droit, qui n'était pas dans le droit, je pense que c'est un effet extrêmement positif en tant qu'anthropologue et ethnolinguiste, ça c'est un fait indéniable. Et je pense également que dans les pratiques, il faudra observer ce qui se passe. Je pense que depuis un certain temps, les Sénégalais sont devenus procéduriers. Et je pense que c'est une réaction au fait que les contestations, les contestataires, en particulier plus précisément, sont criminalisés. Lorsqu'on a une montée des autoritarismes dans les États, il y a toujours une criminalisation des activistes, des politiciens et des contestataires. Ça, c'est un fait. Maintenant, ici, il se trouve que ça s'est inscrit dans un contexte où il y a une polarisation avec 2 adversaires et où il y a une prise de parti et le droit est au centre. Mais moi, ce que je retiens surtout vraiment de cette crise, c'est non seulement l'installation de l'état de droit dans la mémoire collective, mais également dans les pratiques. Moi, je dis qu'il faudra vraiment observer ce qui se passe. Et lorsqu'on entend ce que les gens disent, le mot yon, c'est la voie indiquée par le droit, avec tout ce qu'il y a comme obligation. C'est également le rapport entre les institutions. Le dernier épisode, c'était lorsqu'il y a eu le report, les rapports entre le pouvoir exécutif, parce que là, on est toujours dans le droit. Du point de vue constitutionnel, qu'est-ce qui s'est passé entre le président, l'Assemblée, le Conseil constitutionnel? Je pense que ça, ce sont les collègues juristes qui auront à faire des analyses là-dessus. Mais quelles sont les traces que ça va laisser dans la mémoire collective et quelle est surtout la façon dont ça va être pris en compte dans le nouveau contrat social qui va être peut-être négocié. Là, il y a une proposition de projet par le nouveau régime qui a été élu. Maintenant, la question, c'est il faudra effectivement s'interroger sur les limites. Et la Sambadia, elle a très bien dit, le Conseil constitutionnel, à un moment donné, a mis une limite parce qu'on était dans une fuite en avant et nous, on a clairement vu qu'on était au bord du précipice. Et je pense que beaucoup de Sénégalais l'ont vu de façon intuitive. Et le discours sur le droit, l'état de droit et surtout le respect du droit et le rapport de l'autorité au droit, parce que dans cette affaire, le droit a été agressé doublement. D'abord en étant instrumentalisé par le pouvoir en place, et quand des magistrats
ont décidé de faire respecter le droit, l'État a refusé, c'était la deuxième agression, d'appliquer des décisions de droit. Et ça, je pense qu'il faut également s'interroger sur la position du Sénégal, et le discours qu'il y a eu sur ceux qui étaient affiliés au pouvoir en place avait un discours du type, même s'ils violent l'état de droit, c'est l'autorité. Et donc, il y a eu disons, moi je dirais un conflit clair que j'ai vu dans les discours entre l'image de l'autorité du point de vue traditionnel collectif et le respect du droit. À partir de quel moment le citoyen, il va dire qu'il y a une limite? Et pour certains, c'est l'autorité qui va toujours primer, et que pour préserver la paix, on va transgresser le droit, voilà, pour des raisons d'apaisement du climat social. Ou bien est-ce que, quel que soit Alpha, il faut dire le droit quand il doit être dit? Donc, je pense qu'il y avait deux discours qui étaient en conflit de ce point de vue, et qu'il faudra quand même que tout cela soit vraiment analysé sérieusement et pris en compte pour, en tout cas, formuler le nouveau contrat social qui devra impérativement, en tout cas, être mis en place dans les temps qui viennent. On va revenir sur la question du contrat social. Avant, je souhaiterais qu'on évoque la fameuse loi d'amnistie. Alors, lors des derniers mois, plusieurs centaines de prisonniers politiques qui étaient restés en prison pendant des mois, voire parfois pendant des années, ont été libérés par vagues en février et mars dernier, sans avoir été jugés, et pour certains, après avoir été sous le coup de chefs d'inculpation très graves, comme acte de nature à compromettre la paix publique, complot contre l'autorité de l'État ou encore association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est notamment le cas de Bassirou Diomaye Faye, nouveau président, placé en détention provisoire pendant près d'un an pour une publication sur Facebook. Le 6 mars dernier, le Parlement a voté une loi d'amnistie sur, je cite, les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre février 2021 et février 2024, fin de citation, des manifestations lors desquelles au moins 60 personnes ont été tuées, dont au moins 55 par balles réelles. Dans ce sillage, le 25 mars dernier, Bassirou Diomaye Faye, lors de son premier discours en tant que président élu, a présenté comme priorité la réconciliation nationale. Peut-on parler de réconciliation sans faire œuvre de justice sur ces faits couverts par la loi d'amnistie? On peut commencer par Marie-Pierre Loret à tout ça. Oui, merci. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais qu'on insiste un peu sur les actes de violence très graves qui ont été perpétrés, j'y arrive, par les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. C'était inadmissible. Et j'espère qu'il y aura une autorité autonome qui sera chargée d'enquêter sur ces actes de violence. Il y a eu des assassinats. Combien de morts? 80 morts, je crois. Il ne faut pas qu'on fasse ce constat et qu'on reste là. Et ce que je voudrais dire également, c'est que si l'état de droit n'a pas été respecté, c'est parce que aussi le président de la République, c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature, et le ministre de la Justice en est le vice-président. Ce serait bien qu'il ne soit plus membre du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense que c'est un peu à cause de ça qu'on ait assisté à un état de droit. Enfin, est-ce qu'il y avait même un état de droit? Il ait été complètement bafoué. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de la loi d'amnistie, oui, peut-être avant cela, ce serait bien également que le parquet ne soit plus sous la coupe du procureur de la République. Je pense que c'est nécessaire pour qu'on assiste à un véritable état de droit. Pour ce qui est de la loi d'amnistie, moi, personnellement, ça m'a choqué. On n'amnistie pas comme ça les gens pour des faits aussi graves. Il faut quand même qu'il y ait une décision de justice. C'est seulement après une décision de justice, après condamnation, qu'on peut parler d'amnistie. Voilà. L'amnistie, d'accord,
c'est bien, hein, ça mène vers la réconciliation nationale, on en a besoin, hein, parce que le pays quand même était divisé pratiquement, euh, voilà, en plusieurs parties même, j'ai envie de dire, mais il faut absolument qu'il y ait euh, euh, des décisions de justice, surtout pour des faits aussi graves, hein. On nous a parlé de terrorisme, hein, et ben, maintenant les sortir comme ça dans la nature, on se demande si effectivement ces personnes avaient commis de tels actes aussi graves, hein, si ce n'était pas tout simplement des prétextes, hein. En tout cas, pour me résumer, décision de justice, puis ensuite après, on parlera d'amnistie. Voilà. Alors, cette loi d'amnistie, elle est doublement symptomatique. Elle est doublement symptomatique. Pourquoi? Parce que la première remarque, c'est un processus qui est né euh, de la volonté du régime sortant, après que beaucoup aient appelé en tout cas à ce que dans les derniers moments d'un pouvoir qu'ils exerçaient, mais qu'ils peut-être ne se doutaient pas qu'ils étaient sur le point de perdre, les avaient appelés en tout cas à beaucoup de sagesse, euh, euh, parce que naturellement, l'horizon de l'indépassable avait été atteint en termes d'actes, en termes de parjure sur le droit, en termes d'actes objectivement répréhensibles du point effectivement de leur licéité. Ça, c'est arrivé à... elle est symptomatique également aussi parce que c'est arrivé à un moment du processus électoral où l'idée n'était pas, en tout cas, de pardonner qui que ce soit, l'idée était d'aller aux élections. Et cette idéologie du pardon, si tant est qu'elle devait être élaborée, c'était au nouveau régime en- qui procéderait en tout cas des joutes électorales qui devraient en avoir l'exclusivité justement de l'élaboration. Donc idéologiquement parlant, c'est une loi, et d'ailleurs les universitaires ont marqué leur désapprobation totale avec effectivement un manifeste également où on a, qui a été intitulé la loi d'amnistie ou la seconde mort des martyrs. Je pense que le titre en lui-même livre en tout cas la désapprobation totale en tout cas de cette de la de la de cette à l'encontre en tout cas de cette loi par cette caution intellectuelle parce qu'on retrouve quasiment les mêmes signataires avec un groupe beaucoup plus élargi euh, qui montre en tout cas cette forme de désapprobation. La loi d'amnistie a des limites idéologiques. Si on veut construire une nouvelle ère dans notre pays, cette idéologie du pardon ne peut pas prospérer, ne doit pas prospérer. On ne peut pas commencer une nouvelle ère avec des pratiques de l'ancien temps. Nous autres, nous avons un problème avec la vérité. Et ceci, souvent, de façon lancinante, remet en cause notre élan de construction justement d'un état de droit. À un moment donné, il faut que des responsables soient écoutés, soient désignés et qu'ils répondent justement devant la loi. Et il ne faut pas oublier quand même la nature des traumatismes qui ont été instaurés justement par des pratiques euh, imputables en tout cas au nouveau régime. Parce que, pourquoi je dis imputable au nouveau régime? Parce qu'aucune diligence n'a été prise pour restituer effectivement la vérité, qu'il s'agisse de crimes économiques, qu'il s'agisse également de crimes de sang en tant que tel. Moi, je suis un adepte de l'éloge de la vengeance. Cette vengeance, elle n'est pas privée. Cette vengeance, c'est les institutions qui se vengent de ceux, effectivement, qui les ont instrumentalisés au point
d'en arriver à des situations déplorables telles que des morts d'hommes, telles que des nervis qui pénètrent effectivement la sphère de ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique et qui, à côté, accompagnés d'eux, utilisent en tout cas des armes létales, utilisent effectivement en dehors de toute conventionnalité la force pour réprimer ce dont le seul tort est de vouloir effectivement bâtir en tout cas un état de droit sur des convictions politiques qui peuvent être critiquées certes, mais qui constituent de mon point de vue l'art même justement de la beauté même justement de la démocratie. Ça c'est d'un. La deuxième chose, c'est que euh, d'un point de vue technique, il y a des limites à cette loi d'amnistie. D'abord, c'est une loi ordinaire qui peut être justement abrogée. Le champ d'application des infractions qui sont prises en compte, aujourd'hui, sont sanctionnées d'un point de vue international. Et que donc, même si à travers cette loi, on participe à favoriser une impunité, il va sans dire qu'il y a aujourd'hui une certaine commutativité en tout cas de cette justice pénale internationale, qui fait qu'en réalité, d'autres États peuvent justement réprimer les actes de torture, les crimes de sang qui ont été justement perpétrés. Donc, ceci fragilise l'aspect technique justement de cette loi. Et c'est ce qui invite, et c'est le dernier point, à véritablement sonder l'arrière-plan de cette loi. Cette loi n'a pas été imaginée pour pardonner ceux qui étaient effectivement en prison et qui en sont sortis quasiment avec le statut de privilégié parce que effectivement, c'est des personnes qui ont été fêtées, c'est des personnes dont effectivement la bravoure a été célébrée. Cette loi, en réalité, elle est faite pour ne pas favoriser la poursuite de ceux qui, en âme et conscience, ont compris à un moment donné qu'ils étaient totalement en totale contradiction avec justement les préceptes juridiques et la loi. C'est une loi qui est censée protéger ceux qui ont succombé à la tentation d'utiliser en tout cas leur station de pouvoir pour naturellement poursuivre d'autres mobiles qui n'étaient en tout cas ceux visés justement par la loi. Mais comment on peut se taire, comment on peut pardonner à ces nervis qui sont identifiables? On savait où ils se cachaient, on savait où ils se terraient, on savait qui leur a donné les moyens, effectivement, pour réprimer dans une logique de justice privée des manifestants. Pourquoi devrait-on pardonner à des recteurs qui, sur des motifs mais fallacieux, devraient naturellement répondre sur des actes, et vous l'avez soulevé tout à l'heure, ma collègue Ndiabou Touré l'a soulevé tout à l'heure, qui pendant presque 9 mois a fermé justement les universités, créant des vagues, parce que c'est lié, hein, l'émigration par les voies du Nicaragua, c'est documenté. Il y a beaucoup d'étudiants qui, effectivement, en crise de désespoir, ont dû naturellement arpenter justement cette voie-là. Comment on peut pardonner à des forces de l'ordre qui, sur des questions euh, telles que par exemple ces exactions qui ont été relevées par exemple à Wakam, à Angor, comment ils peuvent ne pas répondre justement, elles peuvent ne pas répondre justement à leurs faits. Et cela crée une forme de gêne par rapport effectivement à cette transition que l'on note. Parce que cette idéologie du pardon affleure en tout cas les discours politiques des leaders, en tout cas du PASTEF, avec un certain euphémisme qui est utilisé. Oui,
on ne se vengera pas, mais il y aura une justice, il n'y aura pas d'impunité totale. Moi, ma préoccupation, c'est quelle est la différence entre une impunité totale et une impunité partielle. Ce que l'on demande, c'est qu'une justice, justement, soit faite. Alors, si on doit pardonner, ce pardon, nécessairement, ne doit pas se faire sur, en tout cas, l'autel des sacrifices que les populations, justement, ont payé pendant plus de 3 ans. La loi d'amnistie, en tant que telle, crée effectivement une gêne dans la réappropriation que les populations ont pu avoir, effectivement, des luttes qu'elles ont menées. Et on est en train d'enlever à cette lutte sa portée symbolique, parce que ces populations, elles sont demanderesses, justement, de cette justice-là. La justice a été torpillée. On ne saurait commencer, en tout cas, cette nouvelle ère en demandant à ce que, justement, que cette justice soit neutralisée au nom, je ne sais, de quelle idéologie du pardon, de quelle réconciliation, justement, nationale. Les cœurs des familles sont brisés. Le sang des familles a été versé. Et sur toutes ces questions, c'est la justice qui doit précéder justement le pardon. J'espère qu'on aura peut-être assez d'éléments pour permettre effectivement à ceux qui veulent pardonner et ceux qui souhaitent pardonner, on leur donnera des éléments effectivement pour mesurer le degré, en tout cas, de cette sublime vertu qu'est le pardon. Mais un pardon ne se décrète pas. On donne des éléments pour pardonner. Or, actuellement, il n'y a pas d'éléments tangibles, justement, pour identifier ceux à qui on doit pardonner et effectivement, pourquoi, effectivement, on doit leur pardonner. Voilà. Je vais reformuler légèrement à nouveau la question à la linguiste, Diabou Touré. Lorsque l'on parle de réconciliation, après une longue séquence de diabolisation de l'opposition désormais au pouvoir par tout un appareil sémantique qui va de forces occultes, de terroristes, d'infiltrés, un ensemble, en fait, un large bagage sémantique qui vise à justifier la répression, qui vise à diaboliser l'opposition. Peut-on réconcilier sans faire œuvre de justice de tout cela? Euh, je vais aller très vite. Non, en fait, de mon point de vue, il est évident que la vérité, l'ordre suivant, c'est la vérité pour situer les responsabilités et savoir ce qui s'est réellement passé, qui a fait quoi. Suivi en deuxième position de la justice, une fois qu'on sait ce qui s'est passé, que le droit se prononce là-dessus et que les personnes qui s'estiment victimes obtiennent justice avant qu'on envisage, je dis bien envisager, une éventuelle amnistie. Et effectivement, comme l'a très bien dit Alassane Mbaye, le pardon ne se décrète pas. Les Sénégalais, enfin, en tout cas, dans notre culture, le pardon, c'est une vertu. Ceci dit, elle a ses limites. Et en plus, le faire à un moment où les blessures sont encore ouvertes, certains sont encore sous le coup de ces violences-là, tous les détenus n'ont pas encore été libérés à 100%. Je dirais que c'est une violence de plus et c'est une injustice de plus. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rétablir la justice, c'est pour sauver la tête de ceux qui pourraient tomber sous le coup de la loi et répondre de leurs actes. Dans tous les pays, nous n'avons, Dieu merci, pas atteint ce stade-là, mais où il y a eu des commissions vérité et réconciliation à l'issue de pouvoirs autoritaires ou autres, ou d'autres événements plus graves, comme on en a, etc. Mais on a toujours dit vérité et réconciliation, mais pas pardon tout court ou réconciliation tout court. Une victime qui estime qu'elle n'a pas obtenu justice ne va pas être dans les dispositions de pardonner, c'est une évidence. Donc, tant que
on n'aura d'abord pas livré comment dire, tant que les enquêtes n'auront pas été jusqu'au bout, parce que, bon, moi, ça m'a à moitié étonné, cette loi d'amnistie, parce qu'il y a d'abord ce qui s'est passé en 2021, on n'a jamais eu de nouvelles des enquêtes. Après, ça, c'est allé crescendo, la violence et la brutalité, et qu'au dernier moment, ils essaient d'introduire cette loi, ça, c'est, je pense, c'est difficile à faire, mais il faut se mettre dans la tête des personnes concernées par une éventuelle responsabilité dans ces actes-là, et ça à tous les niveaux, du niveau le plus bas, c'est-à-dire des nervis ou autres complicités éventuelles avec les forces de sécurité, je ne sais pas, jusqu'au plus haut niveau des donneurs d'ordre et des commanditaires. Et il faudra que les responsabilités soient situées d'abord. Et on le retrouve dans le langage chez, en tout cas, les Sénégalais qui disent que on les entend dans les médias, dans les talk-shows, un petit peu partout, qui disent balaa ngay jéggale nga xam ki ngay jéggal ak li ngay jéggale lu mu doon ñu wax ko ba pare. C'est-à-dire qu'avant de pardonner quoi que ce soit, il faut savoir d'abord à qui ce pardon s'adresse et également ce qui doit être pardonné. C'est-à-dire quelles sont les violences et quelles ont été les violations des droits des personnes, des faits de torture, etc. Il faudra que ce soit vraiment, ça fasse l'objet d'enquêtes judiciaires avant qu'on puisse arriver à, moi je dis même pas à une loi d'amnistie, mais envisager une loi d'amnistie. Ça, c'est sur un terme qui n'est pas long, mais qui n'est pas court, pardon, mais qui est sur un moyen ou long terme. Mais je pense que l'heure n'est... Et le faire, en plus, d'abord, ceux qui ont introduit cette loi, ce n'était pas leur rôle, et je suis d'accord là-dessus avec El Hadj Samba Ndiaye, ce n'était pas leur rôle. C'est une fois que la bataille est passée, une fois que on a en tout cas terminé cette phase de l'élection, qu'on peut à ce moment-là se pencher sur les enquêtes et avoir le temps et le loisir. Tout le monde était concentré sur l'objectif de passer cette étape de l'élection. Après, maintenant, l'heure est venue maintenant de situer. Cela ne signifie pas... le discours que j'ai beaucoup entendu, c'est chasse aux sorcières. Parce que c'est l'argument avancé de l'autre côté pour dire oui, est-ce que ça va être vraiment que de la justice, est-ce que ça va se limiter à la justice ou est-ce qu'il y aura des règlements de compte? Je pense que la justice sénégalaise, si elle est exercée de façon normale, ne sera pas dans de la chasse aux sorcières et que si les enquêtes sont menées de façon correcte aussi, et toute la question va être là, de situer les responsabilités. Et comme l'a dit, moi je ne suis pas juriste, mais je pense qu'il y a différents niveaux pour les personnes qui souhaitent déposer des plaintes. Si ce n'est pas au niveau national, il y a toujours des plaintes auprès d'autres instances. Donc on voit certains pays, moi je me souviens que la France a été quand même épinglée par des rapports de l'ONU qui vont être utilisés pour d'éventuelles plaintes après les violences avec, disons, les différentes manifestations qui ont eu lieu, depuis les Gilets jaunes jusqu'aux manifestations sur la réforme des retraites. Ça n'a pas atteint le nombre de morts qu'on a eu ici, effectivement, mais il y a quand même eu des enquêtes qui ont abouti, etc. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps d'examiner d'abord le fait d'abroger cette loi-là ou quoi, et ensuite de mener les enquêtes afin que les victimes, il faut qu'elles obtiennent justice, sinon cela va être, je dirais, cela ressortira, si ce n'est pas par la porte, par la fenêtre ou je ne sais où, mais les injustices, lorsqu'elles sont accumulées et qu'elles ne sont pas réparées, ça laisse des traces. Voilà. Florian, tu peux me permettre juste, c'est en droite ligne avec ce que vient de dire Ndiabou, deux remarques supplémentaires. La première remarque supplémentaire, c'est d'abord de considérer que sanctionner, je cherchais, comme l'a dit tout à l'heure Ndiabou, la vérité par la voie de la justice. C'est dans nos États une manière de décoloniser un peu le droit, la pratique du droit, parce que les immunités
sont toujours conçus comme devant bénéficier aux autorités justement publiques. Et pour la première fois, les populations sont désireuses d'une forme d'horizontalité dans la mise en œuvre justement des sanctions. Ce sont tout le temps les populations qui sont sanctionnées dans des infractions les plus banales aux plus graves. Euh, les autorités, en plus effectivement de ne pas souvent faire preuve en tout cas forme de d'une forme en tout cas comment je pourrais le dire, sur le plan économique et financier, ils sont très loin d'être irréprochables. Sur le terrain également aussi, des sanctions, elles se débrouillent souvent pour avoir des immunités. Et c'est ce qui accentue la perception que les populations ont de l'écart entre ceux qui ont reçu leur mandat et comment ils utilisent ces autorités politiques, justement, ce mandat-là. Ça, c'est dingue. Et pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important qui doit être plutôt envisagé comme étant une limite de cette loi, justement, d'amnistie. La deuxième chose, ne pas pardonner un mal qui a atteint ce seuil béant, c'est désirer un mal plus grand. C'est-à-dire qu'en termes de traumatisme, en termes de symbolique, on doit être en mesure de dire plus jamais ça au Sénégal. Or, en ne sanctionnant pas ce qui s'est passé, on désire un mal plus grand. Ndiabou a excellemment dit tout à l'heure que dans d'autres pays, effectivement, on a eu, il n'y a pas de hiérarchisation du mal, mais les crimes de masse, par exemple, les génocides qu'on a pu constater, par exemple, au Rwanda, les populations qui ont péri d'actes terroristes dans le Sahel, etc., il y a quand même un processus qui y mène. Or, pour la première fois, en termes de violence symbolique, nous avons constaté au Sénégal mais des faits innommables. Des faits innommables. C'est d'une gravité telle que une loi d'amnistie ne devrait pas, naturellement, amener à s'emmurer dans un silence, faire la politique de l'autruche sur ce qui s'est passé. Au contraire, c'est des mots qui doivent être révélés à la société et faire partie du récit national. Des ministres, tels que le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, ils sont comptables à un moment donné de ce qui s'est passé. Et ils ne peuvent pas trouver une immunité en arguant qu'ils ont été exécuteurs, effectivement, d'une politique qui est venue d'en haut. À un moment donné, il faut qu'il y ait une commission qui les écoute, qui les entende. Et si les actes qui ont été perpétrés se sont faits en parfaite illégalité, il y a une présomption d'illégalité manifeste sur ces questions-là, ils doivent, de mon point de vue, répondre justement de leurs actes. Au même titre que tous les officiers, tous ces magistrats qui ont orchestré un plan à un moment donné pour satisfaire effectivement un idéal qui n'était pas partagé par les populations et dont les populations ont également souffert et continuent également de vivre les séquelles justement de cette barbarie innommable dans notre société. Voilà ce que je voulais ajouter. Moi, je voudrais ajouter, si vous le permettez, M. Boba, je voudrais revenir un peu sur le viol. Parce qu'en fait, tout est parti de l'accusation de viol. Et il y a eu des commanditaires. Donc, c'est inadmissible qu'ils ne soient pas punis, hein, on les laisse se promener comme ça dans la nature. Et moi, personnellement, en tant que femme, ce qui m'a fait mal, et certainement pour la plupart des femmes, c'est qu'on a utilisé le corps de la femme. En même temps, j'en suis sûre, il y a des femmes qui véritablement ont été violées. Et je rappelle que ce sont les femmes, même les organisations de femmes, qui avaient demandé la criminalisation du viol. Je me permets de vous raconter ce qu'un cousin m'a raconté, m'a dit. Un cousin médecin, une femme qui venait d'être violée est venue le voir. Elle a eu une crise de larmes pas possible. Elle lui a dit qu'elle n'a même pas osé en parler à ses propres parents et qu'elle a été violée par une autorité
une haute autorité. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que le préjudice causé aux femmes véritablement violées. Parce que la jeune femme disait à mon cousin médecin, elle n'ose pas en parler même à ses parents. Peut-être qu'eux-mêmes, ils vont croire qu'elle raconte des histoires. Voyez-vous, le viol, on ne s'amuse pas avec. Et malheureusement, il y a des personnes qui se sont amusées du viol. Et c'est dommage. Ça, je le dénonce en tant que femme. Hein. Voilà, tout le monde, enfin, je voulais dire, tout le monde connaît les commanditaires. En tout cas, on en a parlé. Hein. Également, le cas des gendarmes. Certainement, vous êtes au courant, il y a des gendarmes qui ont été, enfin, assassinés, entre guillemets. Qui les a assassinés? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut absolument qu'il y ait des enquêtes également. Ce ne serait pas juste de les amnistier, les commanditaires, ceux qui ont eu à tuer ces gendarmes-là. Il s'agit de 2 gendarmes. Et comme vous le savez, il y a eu des morts atroces. Il y en a qui ont perdu des bras, des jambes, hein, un œil par-ci. Hein. Voilà. Donc, les amnistier, serait vraiment une insulte. Voilà. Moi, en tout cas, je reviens, j'ai tenu à parler du viol parce que ça a causé plus de préjudice aux femmes violées qu'autre chose. Voilà. Merci. Merci pour cet ajout. Sur le cas des gendarmes, il me semble que c'est des militaires. Vous parlez de Fulbert Sambou et de Didier Badji, portés disparus supposément depuis maintenant plus d'1 an, qui vraisemblablement ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires. Alors pour conclure, l'élection de Bassirou Diomaye Faye pose aujourd'hui la question de la refondation des institutions dont on a tenté de faire un petit état des lieux aujourd'hui. Par institution, on parle de l'État et de sa pratique hyper-présidentialiste, de même que le fonctionnement de la justice et son indépendance. À ce niveau, il existe déjà une base, au moins, que sont les conclusions des Assises nationales de 2009, dont la mise en œuvre figurait dans le programme de campagne du candidat Macky Sall en 2012, à l'époque, sans suite. S'agissant de la justice, la charte de gouvernance démocratique élaborée par ces assises nationales enjoint notamment, je cite, l'exécutif dans son ensemble doit s'abstenir de toute interférence dans le fonctionnement normal de la justice. Fin de citation. Dans le même temps, en parallèle de la refondation des institutions, le projet porté par le nouveau président Bassirou Diomaye Faye prévoit notamment la restauration de l'état de droit par des réformes qui repensent les fondements de l'État et consolident l'unité du pacte républicain. Se pose donc la question du contrat social. La crise que le Sénégal a traversée ces dernières années a accentué des fractures préexistantes. D'une part, la consolidation d'un discours martial, on évoquait tantôt, vis-à-vis de segments perçus comme des adversaires à la République, dénommés forces occultes, terroristes, pilleurs ou infiltrés, et d'autre part, la démonstration de l'exclusion d'autres portions de la société, marginalisées des politiques publiques, notamment les jeunes filles, les marchands ambulants, les personnes handicapées, les personnes vivant dans le monde rural, entre autres. Selon vous, face à cette troisième alternance, comment concrétiser tous les espoirs qui sont portés dans ce nouveau régime, à la fois au niveau de la refondation des institutions, mais aussi dans l'élaboration d'un nouveau contrat social? Peut-être commencer par Marie-Pierre Loret et tout ça. Oui, la refondation des institutions, elle est capitale. Hein. Il y a des institutions qu'il faut absolument dissoudre. Hein. On peut pas, le nouveau régime ne peut pas conserver certaines institutions inutiles, budgétivores. C'est le cas, par exemple, du Conseil économique, social et environnemental. C'est le cas du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est le cas du Haut Conseil du dialogue social. C'est le cas, alors là, l'institution, j'oublie même son nom, c'est le dialogue des territoires, je crois, commission de dialogue des territoires. On ne sait même pas trop ce que cela signifie. Toutes ces institutions budgétivores
nous pouvons nous en passer. Nous avons des priorités. Vous savez, c'est une question de priorité. On ne peut pas se permettre de créer de telles institutions alors qu'il y a des coins où il n'y a même pas de poste de santé, il n'y a pas d'école, il y a des abris provisoires, hein, les femmes qui accouchent sur des charrettes, etc. Cet argent-là, il faudrait l'investir plutôt dans le monde rural qui souffre, hein, qui n'a même pas le minimum vital, hein, au niveau des zones rurales. Également, je l'ai dit tout à l'heure, il faut, comme refondation des institutions, il faut absolument diminuer les pouvoirs du président de la République qui sont excessifs, excessifs. Les dispatcher entre le vice-président, mais encore que pour cette mandature, on n'aura pas, je pense, de vice-président, mais en tout cas, diminuer les pouvoirs du président de la République. C'est capital, c'est capital, c'est capital. Voilà. Je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, le Conseil supérieur de la magistrature, il faudrait exclure le président de la République et son ministre de la Justice. Hein. Le parquet ne doit plus dépendre du ministère de la Justice, hein, qui est son autorité hiérarchique. Également, les corps de contrôle, hein, ils doivent pouvoir saisir directement le procureur de la République ou bien le juge d'instruction, au lieu de donner les rapports au président de la République qui en fait ce qu'il a envie de faire, soit les mettre de côté ou bien remettre ça au procureur de la République. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est qu'en général, ça s'arrête à ce niveau-là. La corruption, vous le savez, est très développée dans notre pays, ce qui est inadmissible. Vous savez, le gros problème de l'Afrique, j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est un problème de démocratie, un problème de respect de l'état de droit, un problème en fait de nos gouvernants, de la classe politique, hein, voilà, de nos dirigeants, tout simplement, qui ont tendance à se servir au lieu de servir. Parce que la politique, il n'y a pas plus noble que la politique. Mais il faut se dire que la politique, c'est pour servir son peuple, hein, c'est pour améliorer les conditions de vie des populations et non se servir. Donc, réduire les pouvoirs du président de la République, parce que s'il s'est permis de faire certaines choses, c'est parce qu'on lui a attribué trop de pouvoir. Hein. Voilà, en gros, ce que je peux dire concernant ce point. Et il y en a d'autres, certainement, hein, que j'ai oubliés. Voilà. Merci. Euh, mon opinion sur effectivement ce contrat social à refonder. Je ne suis pas de ceux qui croient au fétichisme des institutions. On peut bien réfléchir sur beaucoup effectivement de réformes, mais si on ne met pas dans ces institutions des hommes, des femmes pétris de valeurs, toute réforme institutionnelle ne fera en réalité que constater en tout cas un recommencement justement de l'histoire. Souvent, quand on fait sur le plan institutionnel une forme de benchmarking pour essayer de voir effectivement qu'est-ce qui se fait ailleurs qui marche et qu'est-ce qui ne... Voilà. On se retrouve dans ce débat du serpent qui se mord la queue sur effectivement le fait que les sociétés du monde sont incarnées par des institutions qui ne sont pas uniformes et quelquefois on mesure quand même le satisfecit qu'on peut avoir du fonctionnement de certaines institutions qui sont quasiment moyenâgeuses. Donc, nous sommes une société qui pendant très longtemps a subi en tout cas des agressions venues de l'extérieur et nous en avons oublié en partie nos cosmogonies locales et je pense que la refondation de notre société, la refondation du contrat social ne doit pas avoir en tout cas ou prétendre à cette
perfection de l'archétype institutionnel au point d'en oublier justement les valeurs. Les sociétés africaines ont effectivement un certain narratif qui devrait être, de mon point de vue, être réinterrogé pour essayer de voir comment on peut, à travers effectivement les institutions, faire en sorte de sauvegarder justement ces valeurs-là. Et les populations sont désireuses de donner véritablement une forme, en tout cas, d'absolutisme justement à ces valeurs, qu'il s'agisse de la portée de la parole donnée, qu'il s'agisse effectivement de l'équilibre à rechercher lorsque l'on est gestionnaire justement de deniers publics, qu'il s'agisse justement de l'austérité, qu'il s'agisse de cet idéal de vivre dans des sociétés où l'égalité peut être questionnée en termes de genre, en termes justement de religion, en termes d'ethnie, etc. et autres, mais il y a une absolue nécessité de tendre effectivement vers justement un équilibre. Donc c'est autour de ces valeurs que devrait être repensé justement notre contrat social. Je veux bien effectivement que l'on envisage des réformes de la justice. C'est nécessaire parce que de toute façon, le fonctionnement de la justice a révélé des limites, en tout cas dans son application et dans son exécution. Mais ce que je ne souhaiterais pas, c'est que l'on revienne à un système qui n'a pas marché depuis quasiment, effectivement, toutes les alternances qui ne nous ont pas offert, en tout cas, une alternative en tant que telle. L'idée, de mon point de vue, c'est de mettre à la place qu'il faut les hommes et les femmes, justement, de valeur que compte le Sénégal ici et dans la diaspora. Ces valeurs doivent effectivement aiguillonner pour moi cette réforme justement des institutions. Il faudrait effectivement que l'on prétende à une équité territoriale. Il faut que l'on ait des réformes qui permettent effectivement de créer les conditions de cette équité territoriale. Il faudrait que l'on ait des institutions dont l'ambition est de ne pas parfaire dans le discours cette vraisemblance de l'existence d'un état de droit. Il faudrait que l'on ait des institutions qui permettent de combattre la pauvreté, qui permettent de préserver la dignité justement des personnes, qui permettent de favoriser l'inclusion justement sociale, qui permettent de mener en tout cas des luttes progressistes pour justement créer les conditions d'une amélioration du processus de nationalisation du Sénégal. Le Sénégal, c'est un État-nation, mais avec un processus qui est inachevé. Il est malheureux que les soubresauts, en tout cas politiques que nous avons connus dernièrement, aient remis en selle les divisions ethniques, des colibés, en tout cas confrériques, interreligieux, etc. Donc cela montre que nous avons un contrat social qui n'a pas été véritablement challengé pendant, en tout cas, pendant ces 50 ans, 60 ans. Et il faudrait que ce contrat social mette en perspective justement ces valeurs. Et si maintenant on trouve des institutions qui sont en même de pouvoir justement irradier par leur mission, en tout cas, ces valeurs, ce serait extraordinaire. L'exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif ne peuvent pas, à eux seuls, en tout cas, confisquer toute cette charge, tout ce désir, en tout cas, de changement institutionnel. Il faudrait que l'on soit dans une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus idéologique, pour, en tout cas, mener justement cette réforme. Je n'ai pas envie d'avoir
des réformes institutionnelles qui nous mettront en termes, en tout cas, d'architecture institutionnelle au même piédestal que des pays comme la France, les États-Unis. Je ne suis pas en faveur de cette course pour, en tout cas, cette uniformisation des archétypes institutionnels. Ce qui ne fonctionne pas ailleurs peut bien justement fonctionner ici. Donc, il faudrait pour moi qu'il y ait une réflexion beaucoup plus substantielle, que l'on ne cède pas au fétichisme justement des réformes institutionnelles en pensant que à travers juste des réformes institutionnelles, on peut changer justement le quotidien des Sénégalais. Mais oui, l'hyperprésidentialisme doit être remanié. Le fonctionnement de la justice doit être effectivement repensé. On attendra peut-être septembre, au mois de septembre pour voir s'il y aura des élections justement législatives pour permettre en tout cas à l'Assemblée nationale, qui de mon point de vue doit être effectivement un élément substantiel d'où doit se mesurer en tout cas ces réformes en élargissant ses prérogatives, en faisant en sorte que ça soit l'organe permanent où les Sénégalais dialoguent dans le respect dans la contradiction des valeurs idéologiques et autres, mais que l'on sente que l'Assemblée nationale est véritablement le pouls démocratique, effectivement, du Sénégal. Et que cela puisse maintenant, à travers justement cette ode à parfaire notre équité territoriale, que l'on puisse véritablement, là où on se trouve au Sénégal, considérer que l'État est présent, que cet État a pour ambition de faire en sorte que les Sénégalais soient interconnectés, que les Sénégalais vivent avec beaucoup plus, en tout cas, de résultats. C'est le métissage culturel, ethnique, religieux, effectivement, qui est un laboratoire formidable comparé, en tout cas, à d'autres pays d'Afrique. Donc, moi, c'est ce désir-là que j'en appelle. Tous les pouvoirs quasiment ont fait des réformes et on s'est retrouvé quasiment avec les mêmes problèmes. Donc, de mon point de vue, il faudrait peut-être repenser l'équation pour véritablement mettre à l'endroit les problèmes qui devraient être résolus d'ici 5 à 10 ans. Voilà. Oui. Bon, je suis vraiment en phase par rapport à ce que vient de dire Elhadj Samba Ndiaye. Au-delà de la crise institutionnelle, lorsqu'on parle de contrat social, cela ne se limite pas au juridique. Et la preuve en est, en tout cas moi je pense que le point de départ, c'est de faire le constat de toutes les forces qui se sont unies pour faire barrage justement à ceux qui étaient en train de s'organiser. Et ce sont des acteurs, des membres du corps social qui se sont mobilisés pour pouvoir arriver à l'objectif de passer le cap de l'élection. Et lorsqu'on parle de contrat social, au-delà effectivement de tout ce qui concerne l'état de droit, il faudra revoir les liens et les rapports entre les pouvoirs du point de vue constitutionnel, ça c'est très clair. Mais je pense que les germes de ce qui s'est passé sous le régime qui est en train de partir étaient déjà là lors du régime précédent, c'est-à-dire celui du président Wade, pour ne pas le nommer. Lorsqu'on parle maintenant, même les médias étrangers ont assimilé en terminologie le terme de Wawaret. Et ça, moi, je sais que du temps, en tout cas pour la génération de nos parents, c'était invraisemblable qu'un président dise j'avais dit, je me dédie, du point de vue politique, du point de vue des valeurs endogènes. Et je pense que les germes étaient déjà là à ce moment-là et que le régime qui est en train de quitter n'a été que le prolongement de tout ça. Et je pense qu'il faut vraiment revoir un petit peu dans les discours. J'ai été très frappée par la mobilisation de certains éléments endogènes, justement, comme disait Elhadj Samba Ndiaye, c'est-à-dire qui viennent de nos cultures, qui ne sont pas importés.
les noms de Souleymane Baal et de l'Almami Abdelkader Khan ont beaucoup circulé dans les réseaux sociaux lorsqu'on observe bien. Et pourquoi? C'était la révolution Torodo. Le discours de Mme Abdul Aziz Dabakh a beaucoup circulé. Et ce discours, c'est vraiment cyclique. Chaque fois qu'il y a une crise et que les gens s'estiment en tout cas être en crise, parce qu'il y a le ressenti aussi, ce discours est rediffusé dans les médias. Il faut s'interroger pour savoir pourquoi. C'est parce que ce discours est un rappel et un condensé de tout ce qui est fédérateur et qui fait de nous un pays et qui prend en compte les liens religieux entre les confréries et entre les religions, qui prend en compte les liens sociaux, qui prend en compte tous les acteurs du monde, du corps social. C'est ce type de discours et ce type de projet, bien antérieur, c'est vrai, qu'il faut peut-être réinterroger, mobiliser et voir ce qu'on peut épuiser pour le réinvestir dans un nouveau projet et l'ancrer dans la modernité et dans notre époque. Et ça, c'est un travail qui va vraiment demander, disons, l'implication de tous les champs et de tous les domaines du corps social. Il y a un autre volet que je voulais aborder également, c'est celui des jeunes, parce que il y a eu à un moment donné comme un discours qui voulait à la limite opposer des générations en disant que le projet de PASTEF était celui des jeunes et que c'était quelqu'un qui s'adressait aux jeunes. N'oublions pas que Abdoulaye Wade, en 2000, s'était fait élire également avec les jeunes. Hein. Et je vois un travail également à faire avec... On a un pourcentage de jeunes par rapport à la population. Disons, il y a une proportion de ces jeunes qui est en rupture du point de vue de l'instruction, de l'éducation, qui est combiné à un autre paramètre qui est celui de l'informel. Je pense qu'il y a beaucoup de membres de ce corps social qui ne sont pas pris en compte effectivement, comme tu l'as dit Florian, dans les politiques publiques et par le politique tout court, qui ne s'occupe pas d'eux. Et je pense qu'il faudra vraiment écouter ce qu'ils disent. La première chose qui m'a traversé l'esprit quand j'ai vu l'émergence de ce nouveau parti PASTEF avec cette adhésion des jeunes à ce projet et le raidissement du pouvoir qui a dégénéré ensuite, ça a complètement dérapé pendant 3 ans pour aboutir à ça, je me suis dit, ils n'écoutent pas ce que les jeunes sont en train de leur dire en fait. On parle de violence des jeunes dans la rue, etc. Mais ces mouvements de jeunes nous disent quelque chose. Et dans l'histoire du Sénégal, les mouvements de jeunes ont toujours abouti, en tout cas, pas toujours, dans certains cas, abouti à des alternances. Dans le cas de Y'en a marre, mais Y'en a marre a été précédé par d'autres mouvements peut-être qui étaient dans le processus. Donc, je pense qu'il faut vraiment écouter ce que les jeunes nous disent parce qu'ils sont au centre. Ce sont eux. La relève de demain, c'est eux. Le citoyen sénégalais, comme dit El Hadj Samba Ndiaye, qu'il faudra forger, c'est eux. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire du point de vue de l'éducation. Il faut revoir notre éducation. Et pas l'éducation à l'université, c'est trop tard à ce moment-là. C'est à l'école primaire qu'il faut revoir ce qui se passe. Et je pense que c'est dès l'école primaire que tout cela doit être pris en charge pour être vraiment déroulé et forger un citoyen qui est capable de critiquer et d'avoir un sens critique, qui a une connaissance du fonctionnement, même si c'est dans un domaine particulier, mais qui s'implique dans ce qui se passe dans son pays. Et je pense que tant qu'on ne fera pas ce travail sur la construction d'un citoyen sénégalais et de prendre le temps de le faire, il ne faut pas que ce soit uniquement les élites pensantes qui soient là pour ce nouveau contrat social. Toutes les forces qui se sont battues pour arriver à cette alternance devront être impliquées pour ce que moi j'appelle la transformation en une alternative.
Et j'ai entendu 3 alternances, moi je dirais voire 4, parce que je pense que l'indépendance, ce n'était pas une alternative. Il y a eu une continuité entre l'époque coloniale et les indépendances. On nous dit, ouais, c'était les indépendances. Pour moi, c'est une alternance comme les autres là. Et que tant qu'on n'aura pas vraiment eu une réflexion très profonde, mais qui implique tout le monde et à tous les niveaux, et de forger vraiment ces futurs citoyens de demain. Moi, je dis, quand on va dans la rue, on a des indices. Rien qu'en marchant dans la rue, vous avez des indices. Du point de vue économique, le fait que les gens soient là dans les coins de rue, après à la tombée de la nuit, à vendre des petits plats parce que les gens n'ont pas les moyens de faire les repas normaux par jour, c'est un indice économique. Moi, je ne suis pas économiste, mais ça me parle. Je me dis, ça pose problème. Lorsqu'on voit le nombre d'enfants des rues et le nombre d'enfants qui sont là à vendre et qui sont déjà dans des activités professionnelles au lieu d'être dans des formations, c'est un problème. Et là, je pense que les statisticiens ont les chiffres, mais quand vous circulez dans les villes du pays et que vous voyez ça, vous vous posez des questions. Nous, lorsqu'on nous a parlé, il y a une rupture du point de vue numérique et des infrastructures, etc. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui ont été construites, mais ça aussi, comme je le dis, ça ne se mange pas les routes. Hein. Et comme l'a très bien dit notre aînée, Madame Sarr, il y a des priorités, c'est-à-dire il faudra vraiment hiérarchiser les priorités et également voir maintenant quels sont les objectifs par rapport à ces priorités, les fixer très clairement et vraiment avoir un contrat social très clair. Le premier contrat social, entre guillemets, c'était les indépendances, on a continué avec. Je pense que j'ai entendu beaucoup les médias essayer de faire des comparaisons entre ce qui s'est passé en 62 et maintenant. Moi, je pense que c'était une autre époque. Nous sommes maintenant en 2024, mais que Mamadou Dia a tenté en fait de construire un nouveau contrat social dont les historiens, enfin en tout cas les historiens pourront commenter, mais je dis que l'unique point commun, c'est que c'était un tournant également pour la construction de quelque chose de différent de ce que Senghor a fait finalement. Et les alternances suivantes ont échoué pour diverses raisons, mais je dis que tant qu'on ne transforme pas ça en une alternative, c'est-à-dire en quelque chose de complètement différent ou pas complètement différent, mais en puisant ce qu'il y a de positif et en co-construisant, donc que ce soit pas une élite qui est là perchée avec des universitaires, des politiques et qui décide à la place de la masse, mais qu'on prenne en compte vraiment ce que la masse nous dit. C'est pourquoi j'ai beaucoup étudié les discours sur les réseaux sociaux pendant cette période 2021 à maintenant. Sous Covid, c'est l'humour. Si les gens ne s'en rendent pas compte, c'est l'humour qui a permis aux gens de tenir et qui a limité les émeutes. On a vu des émeutes pendant Covid, mais je pense que c'est le ressort qui a vraiment fonctionné, c'était l'humour et qui a permis aux Sénégalais de résister. Cet humour avait disparu les 3 dernières années sur le discours politique, il n'y avait plus l'humour du tout, on ne l'a pas vu. Il faut que ce genre de choses reviennent. Le cousinage à plaisanterie est un ressort, ça a l'air anecdotique comme ça, hein, mais c'est un ressort puissant c'est une dynamique qui sous-tend le fonctionnement des rapports entre les différents groupes ethniques ou autres. Et je pense qu'il faut vraiment mobiliser et réinvestir ce type de choses et en impliquant vraiment la masse ou leurs représentants, en tout cas que la masse ait une représentativité et qu'il faut vraiment clarifier les termes, il faut qu'ils soient très clairs de ce nouveau Homo sénégalensis qu'on veut construire à partir de ce contrat social. Parce qu'il faut se dire que ce contrat-là, il faudra peut-être le réécrire au fur et à mesure et le réajuster, mais il faut qu'il parte sur des bases vraiment très claires pour tout le monde et qu'il n'y ait aucun malentendu pour personne et surtout que le socle se bâtisse sur nos propres, disons, nos fondements culturels et moraux et sociaux. Et que c'est à partir de ce socle-là et de cette fondation qu'on peut commencer à bâtir quelque chose. Et je terminerai sur cette phrase de Ampateba qui me vient vraiment à l'esprit et qui disait, parce que bon, lui, il disait que l'Afrique a
a la tête au XXIe siècle, mais qu'elle a les pieds et les racines. C'est comme un arbre qui a les racines solidement ancrées au XVIe siècle. Mais par XVIe siècle, c'est pas pour dire que c'était rétrograde, mais c'était pour dire que dans sa culture et dans ses racines culturelles, sociales et morales. Voilà. Je vais ajouter. Ah, allez-y. Non, mais parce que je veux saisir la balle au rebond, parce que Ndiabou dit une chose qui est extrêmement importante, et je pense que c'est un condensé un peu de mon opinion que j'ai pas su dire de façon aussi admirable qu'elle a réussi en tout cas à l'avancer. L'idée était de dire que toutes ces institutions que l'on va réformer, c'est des institutions qui n'ont pas fonctionné parce que ceux qui étaient à la tête n'ont pas voulu justement la faire fonctionner de manière... on réforme une institution lorsque on tire un bilan de son fonctionnement, mais normal. Mais ces institutions n'ont pas fonctionné, mais de façon anormale, parce que ceux qui devaient présider effectivement à leur destin ont eu en tout cas des attitudes coupables en termes de révérence par rapport en tout cas à un idéal qui n'était pas celui poursuivi au moment en tout cas de sa mise en place. Pour une première fois, si on veut vraiment réfléchir en termes de république, moi je considère que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est une deuxième république qui naît au Sénégal. Parce que, comme l'a dit Ndiabou, des indépendances en maintenant, il y a eu un continuum avec l'État colonial. Et pour la première fois, au lieu de penser le contrat social à partir du haut, à partir d'une certaine élite qui impose une certaine manière à un État d'organiser, il nous faut effectivement pour la première fois, réfléchir à l'homo-sénégalisme. C'est-à-dire que si on veut changer le destin de notre pays, pour la première fois, il nous faudra investir justement sur un contenu éducationnel, sur un contenu culturel, sur un contenu religieux, sur un contenu économique, pour voir effectivement d'ici 20 ans quel type de Sénégalais nous voulons justement produire. Quel type de Sénégalais le Sénégal aimerait en tout cas créer, pas un Sénégalais qui est confiné en tout cas dans uniquement sa culture, mais un Sénégalais qui peut se déployer à partir de ses propres justement ressources culturels, parce que nous sommes malheureusement dans un monde où la mondialisation fait que de toute façon nous ne pouvons plus faire de nos frontières cet horizon indépassable, comme le disait l'autre. Donc l'école doit être réformée. Euh, euh, les disparités sociales qui ont été créées pendant des années doivent être le métronome de toutes les actions publiques pour essayer, comme je le dis tout à l'heure, de tendre à cette équité territoriale, parce que c'est cette équité, c'est cette inéquité territoriale qui est à l'origine de pas mal de problèmes, en termes justement de politique publique, qu'il s'agisse effectivement de l'école, qu'il s'agisse des hôpitaux, qu'il s'agisse voilà. Donc, je pense que et pour une première fois, investir sur la citoyenneté justement du Sénégalais. Parce que les Sénégalais sont désireux aujourd'hui d'affirmer et d'assumer une certaine forme de citoyenneté. Et il ne faudrait pas marginaliser tous ces Sénégalais qui sont désireux en tout cas d'un changement et qui malheureusement, par la frilosité de nos politiques publiques, qu'on n'arrive pas en tout cas à intégrer justement dans le récit national. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Voilà ce que je voulais juste ajouter. Je pense qu'il faut que chaque membre du corps social fasse son évaluation et son autocritique à l'issue de tout ça. Je vais prendre le monde universitaire dont je suis membre et que tout le monde, en dehors de l'université, tous les acteurs, les syndicats, les entreprises, etc., vraiment que chacun fasse l'évaluation de ce qui a été bien et de l'évaluation de ce qui a été... parce que ce qui est intéressant dans une crise, c'est que ça met vraiment le doigt sur tout ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que l'éthique devra être mise au centre, l'éthique et le rapport à l'autorité. Je pense que ça,
ce sont deux points sur lesquels il y a des réflexions qui devront se poser, parce que lorsque El Hadj Samba Ndiaye dit que il y a les exécutants, ce sont des responsables qui ont exécuté des ordres parfois qui contrevenaient à la loi, ça c'est problématique. Parce que c'est une chaîne de commandement, toute une chaîne de commandement qui aboutit à l'exécution d'une décision. Donc, il faudra que l'éthique, le rapport à l'autorité, parce que du point de vue culturel, il y a un rapport à l'autorité ici qui interroge. Et je pense qu'il faudra pousser une réflexion sur ce rapport à l'autorité et sur la façon dont maintenant l'autorité va être perçue, parce que je pense que ça va changer. Ça a déjà changé, je pense. Il y a un rapport au chef, je pense, qui est dans certains domaines hérité des chefferies traditionnelles. Et je pense qu'il faudra vraiment avoir une réflexion très poussée et mettre au cœur du nouveau contrat social l'éthique et le rapport à l'autorité. Voilà, c'était juste ça. On a assisté également à beaucoup de détentions provisoires. C'est pour cela, je pense que ce serait bien qu'on ait un juge des libertés. Ndiabou, vous avez parlé des enfants de la rue, n'est-ce pas? C'est pour cela, je pense, que ce serait bien qu'on ait des daras modernes, publics, avec apprentissage de métier. C'est important. Parce que en général, ils n'ont aucune possibilité de pratiquer un métier n'ayant pas appris ces métiers-là. Donc, voilà, je pense que c'est une nécessité. Tout le monde sait qu'au Sénégal, il y a le problème des talibés, des enfants de la rue. Il faut absolument résoudre ce problème-là en créant ces daras modernes publics, les subventionner, ces daras. Également, créer une loi qui va protéger les lanceurs d'alerte. Parce que Ousmane Sonko a été d'abord un lanceur d'alerte. S'il a subi toutes sortes de violences, c'est parce qu'il était lanceur d'alerte. Voilà. Également, pourquoi pas créer une loi sur la moralisation et la transparence, je vais y arriver, de la vie publique. Je pense qu'on en a besoin. Et d'autres lois. En tout cas, pour me résumer, nous avons des institutions, mais qui ont mal fonctionné. Donc, il faudrait qu'on réfléchisse, voir quelle va être la meilleure, les meilleures institutions à mettre en place. Et comme l'a dit Samba Ndiaye, c'est y mettre des hommes et des femmes courageux, compétents, voilà, qui vont faire fonctionner correctement ces institutions-là. Voilà. Donc, les deux vont ensemble, des institutions, de bonnes institutions, des institutions rigoureuses, mais des hommes aussi compétents. Voilà, en gros. Voilà, merci. Et des femmes compétentes. Des femmes, vous avez raison. Ça a toujours été mon combat. Voilà, des hommes et des femmes, évidemment. Je taquine souvent d'ailleurs des hommes en leur disant, vous savez, à l'université en général, les majors sont des jeunes filles, sauf qu'elles ne parlent pas beaucoup. C'est dû à l'éducation, n'est-ce pas? Malheureusement, il faut qu'on libère leurs paroles. Voilà, des hommes et des femmes. Les femmes sont aussi compétentes que les hommes, ça c'est évident. On n'a même plus besoin de le dire. On voit ça tous les jours. Les femmes compétentes, on en trouve dans tous les domaines. Voilà. Il faut les mettre à la place qu'il faut. À la place qu'il faut également, et c'est valable pour les hommes. Et au niveau de l'Assemblée nationale, ça me fait penser à ça, parce que souvent on dit, oui, les femmes, vous avez lutté pour la parité, mais les femmes qui sont là-bas, elles ne sont pas compétentes. J'ai dit, mais attention, on y trouve également aussi des hommes qui ne sont pas compétents. Mais l'idéal, c'est d'y amener des hommes et des femmes compétents, qui ne sont pas des faire-valoir, parce que malheureusement, en général, on y amène des faire-valoir, voilà. Et c'est dommage, C'est vrai, ça, il faut avoir le courage de le dire. Les femmes qu'on voit là à l'Assemblée nationale, moi, personnellement, j'aurais souhaité y trouver des femmes, par exemple, comme vous, voilà, des femmes qui savent le pourquoi elles sont là-bas, des femmes qui se battent pour l'amélioration du statut des femmes. Mais ce qu'on voit, ces femmes-là ne s'intéressent même pas au statut de la femme.
C'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Parce que tout simplement, ce sont des faire-valoir. On les amène là-bas pour se disputer, pour... voilà. Et c'est dommage. Mais encore une fois, ce n'est pas seulement au niveau des femmes. Il y a des hommes également aussi incompétents que ces femmes-là. Et c'est dommage. Voilà. Donc, notre Assemblée nationale aussi est à revoir. Et ce que je voudrais ajouter également, parlant de l'Assemblée nationale, il faudrait, au niveau du mode de scrutin, la liste nationale, il faudrait peut-être la supprimer. Comme ça, ces députés vont avoir plus de légitimité. Ils ne vont pas se mettre à dire, je suis là, je suis le député du président de la République, parce que la liste nationale, en général, c'est le président de la République qui établit sa liste et qui met des personnes qui sont, comment dirais-je, qui sont là pour lui. Hein, voilà. Donc, ça aussi, ça peut être une proposition, hein, mettre l'accent sur supprimer carrément la liste nationale, ou bien, si on la maintient à ce moment-là, réduire carrément le pourcentage accordé à la liste nationale. Hein. C'est même mieux pour ces députés-là. Ils seront comme ça, ils seront des députés légitimes. Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais ajouter. Je vous redonne la parole à M. Gobin. Sur toutes ces pistes de réflexion, la dialectique entre la refondation des institutions et celle du contrat social, notre échange touche à sa fin. Donc, Marie-Pierre Lauréat-Toussard, Eladji Ndiaye et Ndiaboussa Gatouré, je vous remercie pour votre disponibilité et pour votre temps. Merci à vous. Merci à vous. Merci aux co-animatrices de cet échange fécond.